Le problème n'est pas vous, c'est le système. Le burn-out féminin n'a rien à voir avec un manque de volonté. C'est le résultat d'un modèle qui use les femmes depuis des décennies. Parce qu'on nous a appris à plaire, à être performantes sans déranger. Parce qu'on nous félicite pour notre endurance, jamais pour nos limites. Et qu'on finit par croire que tout repose sur nous. Le burn-out ne tombe pas du ciel. Il commence par des micro-renoncements. Et c'est ce que j'explore avec vous dans cet épisode de podcast tiré d'un workshop que j'ai donné en novembre dernier. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes dirigeantes qui veulent réussir et avoir de l'impact tout en préservant leur bien-être. Je suis Jenny Chamas, master coach et mentor. J'accompagne les dirigeantes depuis 10 ans à s'épanouir dans leurs fonctions et à rendre possible leurs ambitions. Vous écoutez l'épisode 71 de Sensé. Bonjour et bienvenue dans notre workshop sur le burn-out féminin. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui nous concerne toutes plus ou moins de près parce que, et moi je m'en suis rendu compte en accompagnant les femmes leaders, c'est que le mot burn-out est devenu récurrent tout le temps. J'accompagne de plus en plus de femmes qui ont traversé un burn-out ou qui rejoignent le coaching pour justement l'éviter. Et c'est un moment où le corps dit stop, alors que la tête continue à dire « Allez, encore un peu, encore un peu ». Parce que mettre la lumière dessus, c'est déjà faire un pas de recul. Le pas de recul, il est nécessaire pour prendre les manettes ensuite et voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place pour aller mieux et pour pas aller jusqu'au burn-out. Donc effectivement, vous vous dites peut-être je suis juste fatiguée. Vous vous dites peut-être aussi oui, je ressens tout ça, mais c'est pas le moment de ralentir. Il y a encore plein de choses, plein d'échéances, plein de trucs à assurer. Mais ce que vous ressentez, ce n'est peut-être pas que de la fatigue physique, mais aussi une fatigue émotionnelle, une fatigue mentale et peut-être parfois même existentielle. Une fatigue de la vie tout court, mais en fait, est-ce que c'est cette vie que j'ai envie de vivre? Je voudrais vous dire que le burn-out, c'est pas du tout un manque de résilience, c'est pas un problème de fragilité individuelle, c'est le symptôme d'un système qui épuise davantage les femmes. Déjà, il y a une surcharge invisible. C'est quoi la surcharge invisible? C'est toutes les micro-tâches mentales et émotionnelles que vous portez sans les compter. Ça va être évidemment faire votre boulot et puis gérer tout ce qu'il y a à gérer dans la vie du quotidien, mais en plus, remarquer qu'une collègue ne va pas bien, trouver un moment pour la soutenir, anticiper la prochaine réorganisation de service, anticiper le cadeau de la belle-mère, préparer le meeting d'équipe pendant que le repas chauffe, vérifier que tout le monde a bien compris le mail qui est arrivé du boss, même quand c'est pas votre rôle. D'accord? C'est tout ce que vous prenez en charge constamment et qui est invisible. C'est aussi l'effet double journée entre le travail rémunéré et le travail domestique. Même quand les femmes, et ça, je suis bien placée pour le savoir, pour avoir accompagné plus de 500 femmes en coaching et plus de 1000 femmes dans toutes les formations qu'on a pu faire, même quand les femmes occupent des postes à haute responsabilité, elles continuent d'assumer la majorité des tâches ménagères, de la gestion du foyer et, quand elles sont mères, de la charge parentale. À la fois une surcharge invisible, une double journée, et puis des attentes contradictoires. Soit ambitieuse, mais pas trop. Soit forte, mais reste douce. Soit performante, mais ne dérange pas. Soit disponible et surtout pas fatiguée. Vous pouvez totalement faire votre propre conclusion que ce grand écart permanent amène beaucoup de femmes à s'oublier en fait, à oublier leurs propres besoins, parfois même à être complètement déconnectées de leur corps. C'est-à-dire qu'il y a le corps qui vit quelque chose, peut-être qui donne des signaux, mais vous êtes tellement là à vouloir tout assurer, tout gérer, sans que personne ne voit à quel point c'est énorme ce que vous faites et que c'est bien trop, que même vous, vous ne vous autorisez pas à penser que c'est trop. Et donc vous tenez, vous tenez, vous tenez, jusqu'à ce qu'à un moment, le corps arrête. Moi, j'ai déjà vécu un burn-out. J'avais 25 ans. Voilà, j'avais 25 ans, donc c'était il y a un petit moment. Et c'est arrivé sans prévenir. C'est arrivé sans prévenir parce que j'étais déconnectée de mon corps. Je pensais que tout ce que je faisais, j'essayais de bien le faire, en fait, et c'est tout. Et je pensais que ce que je faisais, c'est ce que je devais faire. J'avais même pas encore d'enfant. Ça ne m'a pas empêché d'en arriver au burn-out. La fatigue que vous ressentez, elle peut à la fois être physique, c'est-à-dire
je fais beaucoup physiquement et donc au bout d'un moment, j'arrive plus à me reposer, je n'arrive plus à dormir. Mais elle peut aussi être émotionnelle, c'est-à-dire il y a plein d'émotions qui me traversent, qui sont des émotions difficiles à accueillir, qui sont des émotions désagréables. Et en fait, elles se répètent et il n'y a plus trop de 50-50, c'est-à-dire la balance positive qui fait que c'est OK de ressentir des émotions désagréables quand on en ressent aussi des agréables. Cette fatigue émotionnelle, elle amène aussi au burn-out. Et l'une de vous parlait du cerveau qui ne s'arrête pas. Ça, c'est vraiment la fatigue mentale. C'est-à-dire d'avoir constamment les pensées qui tournent en boucle et même quand on se couche, même quand on dort, là, ça nous réveille, ça revient, etc. Pour vous donner un peu d'éclairage, je pense que c'est important de comprendre davantage le burn-out féminin. Souvent, on se dit que le problème, c'est le stress. En fait, au fond, le stress, ça n'est pas le problème, d'accord? C'est le cycle du stress qui se bloque qui est le problème. Si vous vous dites, ouais, mais moi, c'est parce qu'en fait, je gère mal mon stress, je voudrais juste vous dire que le stress est une réponse naturelle de votre corps à une menace ou à une tension. Donc, c'est un cycle. Il se déclenche parce qu'il y a quelque chose qui vous met sous pression. Donc, ça va être, je ne sais pas moi, un mail, un conflit, un imprévu, un agenda surchargé. Il y a la réaction, donc le déclenchement, ensuite la réaction au stress. Là, il y a votre corps qui se mobilise. Donc, il y a le rythme cardiaque qui accélère, la respiration qui se fait plus courte. Il y a de la tension musculaire. Donc là, c'est le stress qui arrive physiquement. Et puis, normalement, l'étape suivante, c'est l'apaisement. C'est-à-dire, quand la menace disparaît, eh bien, le corps revient à l'équilibre. Et le problème ici, c'est que dans nos vies actuelles, ce cycle est souvent inachevé. C'est-à-dire qu'il y a bien le déclenchement, il y a bien la réaction, mais malheureusement, on arrive rarement à l'apaisement. En fait, le corps, il est conçu pour traverser le stress et revenir à l'apaisement, mais pas pour y rester coincé. Pour les causes qu'on a déjà évoquées en amont, enfin que j'ai déjà évoquées, il y a beaucoup de femmes qui ne ferment jamais ce cycle parce qu'elles n'en ont ni le temps, ni l'espace, ni l'autorisation, au fond. Elles enchaînent les situations sans pause, sans exutoire et donc sans vraie récupération. Je vais vous donner des exemples de cycles inachevés, mais par exemple, on peut imaginer qu'il y a une réunion tendue dans le boulot, on garde tout pour soi, le sourire vissé pour rester pro. Finalement, on ne revient pas à l'apaisement. Une remarque injuste et on gère, on encaisse et on avance. Un conflit latent avec un collègue qu'on rationalise, c'est pas le moment d'en parler ou j'ai pas l'énergie. Puis en fait, l'apaisement ne vient jamais. Et donc, le corps, lui, ne reçoit pas le signal que le danger est passé. Donc, physiologiquement, quand ça vous arrive, ça vous fait rester dans un état d'alerte comme s'il fallait continuer à être prête à fuir ou à vous battre. Et donc, à la longue, cet état de tension devient l'état par défaut. Donc, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la fatigue chronique, ça crée de l'irritabilité, ça crée aussi de la perte de motivation. C'est-à-dire que vous pouvez être, par exemple, dans un job que vous avez toujours adoré, mais ne plus en percevoir le sens, ne plus en avoir envie, tout simplement parce que vous n'êtes plus capable d'en avoir envie. Ça crée bien sûr aussi des troubles du sommeil, et puis ça peut aller jusqu'à des douleurs physiques. Moi, je sais, par exemple, et c'est un truc que j'ai appris à reconnaître, que si j'enchaîne ces cycles sans apaisement, le signal de mon corps, c'est pour moi, et c'est différent pour toutes les personnes, mais donc vous, ça peut vous donner une idée. Moi, mon signal, c'est que je commence à avoir mal en bas du dos. Mais je n'ai aucune raison d'avoir mal. C'est-à-dire que je fais du yoga, je pratique du sport, je marche, je connais très bien mon corps. Et donc, je ne me suis pas fait mal au dos. Mais ça, c'est juste le signal pour moi du stress. Et donc, j'ai appris ça. Et dès qu'elle arrive, cette douleur, c'est genre ding ding, Jenny, là, ça veut dire que c'est too much. Et le premier truc que je fais, c'est de regarder mon agenda et de voir est-ce que dans les 2, 3 prochaines semaines, j'ai des moments de pause ou est-ce que, en fait, mon rythme reste effréné. Je suis déjà passée par un burn-out, donc il est hors de question que ça m'arrive à nouveau parce qu'en fait, c'est trop douloureux. Vraiment, c'est mieux de pas avoir à le vivre. Et donc là, j'écrème en fait. J'écrème et tant pis parce que ma santé devient ma priorité. Je vous partage ça, pas pour vous dire il faut faire exactement la même chose ou ça va se préciser exactement de la même façon, le signal va être le même, mais tout simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de fatalité. On apprend à faire différemment. On apprend aussi à ralentir. Et d'ailleurs, quand on sait ralentir, parce que souvent, c'est le rythme effréné qui nous amène au burn-out, quand on sait ralentir, on commence à en reconnaître la puissance. À la fois la puissance, évidemment, pour se sentir mieux, ça c'est la base,
mais la puissance dans tout, même dans la vie professionnelle. Une puissance qui nous permet une prise de recul et une clarté bien supérieure, et donc qui nous permet de prendre des décisions plus efficaces, qui nous permet de mieux prioriser, là où quand on court constamment après le temps et que on sent la fatigue, mais qu'on continue à courir, en fait, on n'y voit plus du tout clair. Donc, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire d'abord, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui l'est pas. Aussi, on n'a plus l'énergie de dire non, de dire, mais en fait, ça, c'est non, en fait. Ça, tu te débrouilles. Et donc, on continue à tout prendre, tout prendre, tout prendre, tout prendre pour être cette merveilleuse femme, cette merveilleuse leader, cette merveilleuse maman, cette merveilleuse épouse, cette merveilleuse partenaire, cette merveilleuse femme de maison. Mais ça, c'est illusoire, ça ne peut pas marcher comme ça. La preuve, ça épuise. Il y a trois causes structurelles au burn-out féminin. Donc, le burn-out n'est pas juste une affaire de charge de travail. Et ça, je pense que à ce stade de cette workshop, de ce workshop, vous le percevez sans doute, mais c'est aussi une question donc de charge mentale, hein, une charge aussi émotionnelle et symbolique, qui est façonnée par notre éducation, par le rôle des femmes, les attentes sociétales des femmes, de la société envers les femmes. Donc, c'est-à-dire les attentes de la société, les attentes des hommes, les attentes des femmes elles-mêmes vis-à-vis des autres femmes, et les attentes que vous avez envers vous-même, qui sont souvent irréalistes. Donc, il y a les trois charges principales qui pèsent sur nous et qui mènent à l'épuisement. La première charge, c'est la charge émotionnelle. C'est quoi la charge émotionnelle? C'est celle de garder le lien, assurer la cohésion, que ce soit apaiser les tensions, rassurer, écouter, faire tampon entre les gens. Donc ça, c'est vrai dans le travail, hein, quand vous êtes manager d'équipe ou même quand vous êtes juste collaboratrice dans l'équipe, mais que vous faites en sorte que tout se passe bien pour tout le monde. C'est souvent d'ailleurs pour ça qu'on parle des femmes comme un groupe, comme si on était toutes pareilles, qui ont de l'empathie et donc à qui on confie les problèmes humains, d'accord? Mais c'est aussi vrai dans la famille, que ce soit votre famille nucléaire ou même avec vos parents, vos frères, vos sœurs, etc. Donc cette charge émotionnelle, et moi par exemple, je la vis très fort, cette charge émotionnelle, je ne sais pas si des mamans se reconnaîtront, mais je la vis avec mes enfants. C'est-à-dire que moi j'ai le sentiment d'avoir vraiment un partage des tâches très égalitaire dans mon couple, mais en revanche, la charge émotionnelle, c'est-à-dire les émotions que ressentent mes enfants, le fait de mettre des antennes pour percevoir ce qui se passe pour eux quand ils ne sont pas capables de l'exprimer, le fait de leur parler, de les aider à accueillir leurs émotions, j'ai l'impression de la porter, mais personne ne me le demande. Je le fais juste naturellement, mais sauf que c'est une charge. C'est-à-dire que non seulement je gère déjà mes propres émotions, mais j'essaye en plus de gérer celles de mes enfants. Et ça s'additionne à tout le reste. Donc, il y a aussi la charge, donc charge émotionnelle 2, c'est la charge de la preuve. C'est celle du syndrome de la bonne élève. Donc, ça veut dire qu'on doit, quelque part, notamment dans le boulot, sans cesse prouver qu'on mérite sa place, qu'on est compétente, qu'on est légitime, qu'on est stable, qu'on est à la hauteur. Et ça, c'est très vrai, notamment pour les femmes qui exercent des postes à responsabilité, qui sont parfois les premières femmes à le faire, ou qui sont peut-être les plus jeunes, et du coup qui tendent à penser qu'elles sont pas légitimes à le faire et donc elles vont prouver et essayer de prouver. Ça crée une hyper-vigilance permanente, c'est-à-dire qu'on pèse chaque email, chaque mot, chaque silence et tout ça, c'est comme un peu, ça devient des preuves à fournir ou des erreurs à éviter, d'accord? C'est une forme de perfectionnisme. Il y a la charge émotionnelle, la charge de la preuve et enfin, la troisième charge, c'est la charge du care. Donc le care, ça veut dire le soin. C'est prendre soin des autres avant soi-même, au travail comme à la maison. Veiller à ce que tout aille bien, que le collectif tienne. Et c'est une forme finalement d'abnégation. Ça va être par exemple dans le boulot quelqu'un qui, il est déjà tard, vous avez déjà vachement de boulot, mais vous allez aider le collègue qui est en galère et vous restez tard et vous prenez sur vous pour pas ajouter un problème. Donc, quelle charge pèse le plus sur vous? Charge émotionnelle, charge de la preuve et charge du care. Ce n'est pas votre organisation en tant que telle uniquement qu'il faut changer, c'est votre rapport à l'épuisement. Ce qui est hyper important à comprendre, c'est que le burn-out, on dit souvent qu'il arrive du jour au lendemain, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que le corps émet des signaux bien avant d'en arriver au jour où on peut plus se lever, où le cerveau se déconnecte et tout ça. Il envoie des signaux bien avant la rupture. La fatigue, l'irritabilité, la perte d'envie, ça peut être des douleurs diffuses, du cynisme, de l'apathie. Mais le problème, bien souvent, c'est qu'on n'écoute pas ces signaux. Parce qu'on a appris à valoriser la performance, pas
le fait de se préserver. Sauf que qu'est-ce qui se passe si vous ne vous préservez pas? Qu'est-ce qui se passe si on en arrive au burn-out? Bah là, on n'a plus le choix, en fait. On peut même pas se préserver. C'est-à-dire que, en fait, c'est là et qu'on ne décide plus de fonctionner et comment fonctionner. Là, c'est notre corps qui décide pour nous. Et ça peut aller loin. Donc, je voudrais juste vous offrir que le burn-out n'arrive pas parce que vous êtes faible. D'accord? C'est pas une question de faiblesse, c'est pas une question de fragilité. Il arrive quand on a trop longtemps ignoré les signes d'un système qui ne nous ménage pas. Donc là, je voudrais juste que vous preniez un instant, peut-être on va voilà, mettre les mains là sur le cœur, inspirer profondément et venir vraiment s'apporter tout l'amour et toute la compassion dont vous avez besoin quand vous prenez conscience que, bah, en fait, vous ne vous écoutez pas. Ici, l'idée, c'est pas du tout d'être dans le jugement. Si on est si nombreuses à traverser ça, c'est bien qu'il y a vraiment un problème. La machine est enrayée, d'accord? C'est un problème systémique bien plus qu'il est individuel. Et donc, l'idée, c'est pas de se flageller, c'est simplement d'observer que, waouh, là, je prends conscience que, en fait, je m'écoute pas, j'écoute pas les signaux de mon corps. Parfois, je pousse, et si je pousse continuellement, alors je me mets en danger. Et donc vraiment, avec toute la compassion dont vous avez besoin, vous apportez de l'amour. C'est OK, c'est bien de s'en rendre compte. Et il y a des solutions et on va en parler. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place. Et parfois, on se dit, il faut que ça change radicalement, il faut que je change de vie. Mais non, qu'en fait, ce sont des petites décisions, des micros-ajustements qui changent les choses et qui vous redonnent du souffle. Et redonner du souffle, c'est vraiment ce que j'aimerais pouvoir faire pour vous. C'est vraiment ce que je souhaite à chacune d'entre nous. La vie ne mérite pas en fait d'être vécue comme ça, la tête dans le guidon, en mode pilote automatique, à répondre aux injonctions permanentes. Vous avez bien mieux à faire. Vous avez de belles choses à construire. Vous avez de l'impact à avoir, que ce soit sur votre noyau dur, que ce soit dans votre entreprise. Mais pour ça, vous avez besoin de ralentir. Vous avez besoin d'arrêter d'être dans cette roue du hamster. Ça n'est pas possible autrement. On ne peut pas, entre guillemets, performer, et réussir et se sentir épanoui en le faisant contre soi-même, en luttant contre soi. Ça n'est pas possible. Donc, j'ai une question qui m'a été posée. Comment ralentir quand on est cadre salarié et comment surtout l'exprimer, le verbaliser, le faire comprendre à sa hiérarchie? Alors, c'est une très bonne question. Alors, déjà, ralentir, souvent, on a l'impression que c'est changer radicalement et que on doit tout faire différemment. Mon expérience du ralentissement, c'est que bien souvent, les personnes qui ont du mal à ralentir, et ça, c'est vrai en entreprise ou à son compte, etc., ne prennent même pas le temps de respirer, ne prennent même pas le temps de faire une pause. Et vous n'avez pas besoin d'en parler pour prendre une pause. Vous n'avez pas besoin d'en parler pour respirer. Donc, la première chose, c'est de faire un check avec toi-même en te disant, OK, aujourd'hui, quand je sens que j'ai besoin de ralentir, qu'est-ce que je m'autorise pas, que je pourrais m'autoriser sans avoir besoin de demander quoi que ce soit à personne? Est-ce que toutes les 2 heures, je me lève de mon bureau et je vais faire une pause? Est-ce que je sors déjeuner et que je prends 1 heure ou 3/4 d'heure? Est-ce que je fais tout ça? Parce que ça, en fait, c'est la base, c'est contractuel, tu n'as besoin d'en parler à personne. Et là, on entre dans vraiment quelque chose qui est de l'ordre du leadership en disant, mais en fait, moi, quand j'ai l'esprit clair, quand je suis pas sous le coup des émotions et que je fais un état des lieux, ben, en fait, qu'est-ce que me montre cet état des lieux? Est-ce qu'il me montre que je m'impose trop de choses qu'on ne m'a pas imposées? Ou est-ce qu'il me montre qu'il y a un problème concret, c'est-à-dire, en gros, j'occupe un poste qui n'est pas occupable en l'état avec tout ce qu'on me demande pour une seule personne, et là, je dois avoir une discussion. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on veut ralentir, souvent notre cerveau nous crie, parce que c'est une nouvelle habitude, nous crie surtout pas. Donc, ce qui va se passer, c'est que dès lors que vous allez décider de décélérer un tout petit peu, donc ça peut être, par exemple, arrêter de se charger une journée ou sur le planning de la journée, en fait, vous n'avez aucun battement, vous enchaînez toutes les réunions et tous les trucs que vous devez faire. À la fin de la journée, vous arrivez, vous avez l'impression d'avoir rien fait, rien réussi, que vous êtes encore débordé demain. Déjà, ralentir, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui est humainement faisable aujourd'hui et qu'est-ce qui est prioritaire? Prévoir des pauses et accepter que, en fait, vous n'allez pas continuer à fonctionner comme avant. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être terriblement inconfortable. Pourquoi? Vous allez vous sentir coupable. Vous allez vous dire que vous n'avez pas le droit. Vous allez vous dire que... Oh! Et là, c'est des peurs archaïques qui remontent.
la peur de non, mais en fait, je vais perdre mon boulot et je vais nanana. Et en fait, et ces peurs se nourrissent. Et c'est comme ça qu'on en vient, parce que souvent elles sont très inconscientes, ces peurs, qu'on en vient à continuer, à continuer, à continuer, à continuer, à continuer en disant je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas ralentir jusqu'au jour où en fait vous pouvez tout simplement plus bosser. Donc là, au moins, c'est réglé. Donc ça commence déjà par soi-même, en fait, choisir d'avoir un rythme différent. Ça ne veut pas dire que j'arrête de bosser et que je prends mes après-midi tous les jours. Non, ça veut juste dire, en fait, je décélère le rythme. Donc, je me demande de quelle heure à quelle heure je bosse. Et à l'intérieur de ces heures-là, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Avec quelle qualité je le fais? C'est-à-dire, quelle qualité de présence je mets dedans? Et en fait, c'est la somme de tous les petits ajustements qui vont faire que tout à coup, il y a un espace qui s'ouvre. Et parfois, je dis bien parfois, mais finalement, c'est quand même assez rare, donc je tiens à le dire, parfois, on remarque que c'est impossible de ralentir. Il y a certains secteurs dans lesquels, en fait, c'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acceptation. C'est-à-dire que même une pause de 5 minutes, ça va nous être reproché. C'est très rare. D'accord? Ça existe, c'est très rare. J'ai quand même beaucoup d'expérience à ce stade pour dire que c'est très rare. Mais si c'est le cas, alors la question devient beaucoup plus large que simplement ralentir. C'est est-ce que je suis au bon endroit? Mais donc voilà, nous, on est plus dans comment ralentir. Quand on est fatigué, quand on est aux prises avec ses émotions, on ne fait plus la distinction entre ce qui est grave et ce qui ne l'est pas. C'est comme s'il y avait de plus en plus de pression dans la cocotte minute et tout ça s'additionne, etc. Alors que quand on a la capacité et l'espace de prendre du recul, et ça, c'est possible que si on ralentit, alors là, on se rend compte que, OK, je fais le tri. Ça, c'est pas un vrai problème. Ça parle de moi et ça me dit que, tiens, j'ai du mal à dire non. Qu'est-ce que ça vient travailler chez moi? Comment je peux gérer ça? Et puis, parfois, on va dire, ah, là, il y a un vrai problème. Mon cerveau me dit qu'il y a un problème. Le stress que je ressens est très fort parce qu'il y a un vrai problème. Là, je gère le vrai problème. Mais finalement, quand on décompose et quand on gagne en clarté, souvent, il n'y a pas de grave problème. C'est l'accumulation des petites choses qui fait qu'on en est là. Merci pour votre écoute. Si vous aimez ce podcast, sachez qu'il a besoin de vous pour être plus largement diffusé et donc pérennisé. Laissez un avis sur votre plateforme d'écoute en racontant ce qu'il vous apporte ainsi qu'une note 5 étoiles. Cela vous permettra de le diffuser plus largement car l'algorithme donne beaucoup d'importance à ces actions. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.